c'est le dernier jour du monde d'avant. À peine arrivée, je me suis donc retrouvée sans travail, sans perspective, avec un loyer à payer, sans pouvoir déménager. Mais quand on est travailleuse du sexe, respecter la distanciation sociale, c'était physiologiquement pas possible. Une précision quand même, je suis très pudique. Le mot a tourné qu'il se passait quelque chose dans cet apéro visio et très vite, les invités qui étaient partis sont revenus. Il faudrait que la mort fasse une pause, peut-être qu'elle prenne des vacances. Je ne savais rien d'eux, à part juste leur nom et leur âge. Ça peut paraître bizarre, mais moi j'ai besoin de connaître leur histoire. On entend souvent que ce qui caractérise les grandes dates historiques, c'est que chacun, individuellement, on se souvient très bien de ce qu'on faisait à ce moment-là, où on était, avec qui, le 11 septembre 2001, le 13 novembre 2015. Alors le 16 mars 2020, il y a exactement 5 ans, jour pour jour, vous vous en souvenez forcément, c'était un lundi, ça faisait déjà quelques jours que toutes les écoles, les restaurants, les commerces non essentiels à la vie de la nation étaient fermés. Mais comme ça ne suffisait pas, le soir à la télé, Emmanuel Macron a déclaré « Nous sommes en guerre ». Il l'a répété 2 fois et il a annoncé que le lendemain, à midi, allait commencer le confinement. Vous vous en souvenez? Ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait à ce moment précis où tout a basculé, où a débuté une période inouïe dont on ne s'est pas remis, où on a commencé à dire des mots nouveaux, surgis de nulle part, écouvillon, cas cluster, cas contact, distanciation sociale, comorbidité, où on s'est mis à faire des choses surréalistes qu'on n'avait jamais faites et où on ne se reconnaissait plus. Moi, je me souviens que j'étais partie pour un week-end dans les montagnes du Haut-Languedoc avec seulement 2 culottes et que finalement, je suis restée coincée 2 mois là-bas. J'ai entamé une cure de sébum, ça veut dire que j'ai arrêté de me laver les cheveux donc pendant toute cette période, enfin à peu près, et c'était censé être miraculeux. Mon mec, lui, s'est abonné à la chaîne YouTube Vers de Terre Productions et ne me parlait plus que de lombric. Moi, en plus du masque en tissu fabriqué maison, je mettais une casquette à visière avec des gants chirurgicaux que j'enduisais au préalable de gel hydroalcoolique. Je ne me déplaçais plus sans mes lingettes pour désinfecter les boutons des ascenseurs et les touches des machines à carte bleue au moment de faire mon code. À ce moment-là aussi, sont morts le père de mon ami Pierre, le père de Stéphanie et le père de Serge. Ce soir, vous allez entendre des histoires qui racontent ce qui nous est arrivé pendant ces longs mois, des cas particuliers qui disent un peu de l'universel, de cette immense crise planétaire qui nous a traumatisés mais qu'on semble avoir étrangement oublié. Ces histoires ont été choisies, travaillées et répétées par une partie de l'équipe des Pieds sur Terre, Delphine Saltel, Pauline Chenu et moi-même. Elles vont vous être racontées par 9 personnes qui, pour la plupart, montent sur scène pour la première fois. Elles vont vous dire comment la pandémie a percuté leur existence, leur famille, leur travail et même leur lave-vaisselle. Des personnes qui vont s'exposer courageusement devant vous et parler sans masque. Elles prennent le risque de se dévoiler avec leurs doutes et leurs dilemmes. On espère que leurs histoires résonneront avec les vôtres, qu'elles vous aideront à mieux comprendre ce qui nous est arrivé à tous, ce qu'il nous reste de cette époque où, le soir, à la télé, on regardait blanchir la barbe d'Édouard Philippe, Jérôme Salomon compter les morts, et des éminents membres du comité scientifique, comme Arnaud Fontanet, que vous allez entendre tout de suite. Alors voilà, merci de les accueillir sans geste barrière. En février 2019, lors d'une série de cours sur les pandémies que j'ai données au Collège de France, j'ai cherché à décrire en tant qu'épidémiologiste quelle serait la plus grande menace possible en termes de pandémie. Pour cet exercice académique, j'ai dressé le portrait robot d'un virus pandémique avec 5 critères. Un virus qui aurait coché ces 5 cases, c'était la plus grande menace qu'on pouvait se figurer. Les 5 critères étaient transmis par voie respiratoire, hautement contagieux, taux de létalité supérieur à 1 pour 1000,
temps de génération court et contagieux avant le début des symptômes. Pour ne rien vous cacher, je pensais à un virus de grippe. Et puis, j'ai oublié cet épisode jusqu'à la fin de l'année. Le 31 décembre, alors que je prépare mon réveillon, je tombe sur ce mail d'apparence anodine dans une liste qui est partagée avec les infectiologues du monde entier. Il évoque quelques cas de pneumopathie dite atypique, d'allure virale, qui résiste aux antibiotiques, chez des patients en Chine, à Wuhan. Parmi eux, 2 tiers ont fréquenté le même marché local. Là, je me dis, tiens, c'est peut-être le SRAS qui est de retour. Le SRAS, c'était une pandémie liée à un coronavirus respiratoire qui avait débuté en Chine dans les marchés de Canton fin 2002. Enfin, possiblement parce que ça faisait 17 ans qu'on n'en avait plus entendu parler. Et il y a un modérateur sur cette liste qui dit aussi que ça pourrait être un nouveau coronavirus ou le SRAS qui revient. Nous sommes donc tous alignés là-dessus. C'est la toute première alerte, le premier signe mondial, et pour moi, rétrospectivement, ce 31 décembre, c'est le dernier jour du monde d'avant. Le 10 janvier, un virologue chinois publie la séquence complète du virus, qui est un coronavirus à 80% identique à celui du SRAS. On était donc bien dans cette même famille, mais avec un virus un peu différent, et je repense aux 5 critères que j'avais établis qui deviennent ma grille de lecture. Tout d'abord, c'est bien un virus respiratoire, donc toute la population mondiale est à risque, puisque le simple fait de respirer vous expose potentiellement au virus. Puis, le 30 janvier, Gabriel Leung, un modélisateur de Hong Kong très respecté, qui a travaillé sur les données chinoises, nous donne sa première estimation de la transmissibilité du virus via son nombre de reproductions, 2,68. Cela veut dire que chaque personne infectée va en infecter entre 2 et 3, ce qui est beaucoup pour la courbe exponentielle qui se dessine. Cela veut également dire qu'en absence de mesures de contrôle, au moins 80% de la population mondiale sera infectée. On est loin des quelques cas diagnostiqués ici et là. Le critère suivant, c'est le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de décès parmi les personnes infectées. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer le risque de forme grave, et donc la pression exercée sur l'hôpital. C'est là qu'intervient le Diamond Princess. Le Diamond Princess, c'est un bateau de croisière où se trouvaient 3500 passagers et membres d'équipage. Ce bateau va rester en quarantaine au Japon et 700 personnes vont s'y infecter courant février. Et on saura précisément, parmi toutes ces personnes infectées, combien vont faire des formes sévères. Et même si les données nous arrivent au compte-gouttes, on voit bien que le taux de létalité est supérieur à 1 pour 1000, surtout chez les personnes âgées. Mais le véritable point de bascule intervient le 31 janvier 2020. Un papier d'une équipe allemande documente pour la toute première fois le fait que le virus se transmet avant le début des symptômes. Une femme chinoise rencontre des collègues allemands et va les contaminer alors qu'elle ne présente aucun des symptômes qu'elle développera à son retour en Chine. C'est un point capital. On comprend que la stratégie d'isolement et de quarantaine qui a permis de stopper le SRAS ne sera pas suffisante pour la Covid, du fait de transmission par des personnes sans symptômes. Et on commence à comprendre pourquoi la Chine a dû se résoudre à un confinement. Bien sûr, au début, on se dit que la transmission présymptomatique décrite dans cet article est peut-être anecdotique. On se rassure en se disant que jusqu'ici, tous les foyers déclarés dans le monde, hors de Chine, y compris en France, ont pu être contrôlés par isolement et quarantaine. Mais voilà, courant février, 2 autres articles scientifiques parlent de transmission présymptomatique. Et surtout, lors de la 2e quinzaine de février, tout s'emballe. La ville de Bergame, en Italie, si proche, plonge dans le chaos. Un enseignant de Crépy-en-Valois décède à la Pitié-Salpêtrière, révélant le foyer de l'Oise. Et début mars, les premiers patients du Rassemblement évangélique de Mulhouse arrivent dans les hôpitaux du Grand Est. Je comprends alors que seules des mesures fortes permettront d'arrêter la progression du virus. Le 7 mars, Jean-François Delfrécy me téléphone et me dit « Arnaud, le gouvernement souhaite nommer un conseil scientifique, est-ce que tu serais prêt à en faire partie ?» Ayant travaillé sur le SRAS, j'avais une légitimité et j'ai donc accepté. J'ai compris qu'on entrait alors dans une séquence qui allait bouleverser nos vies de manière profonde et qui ne se finirait que 2 ans et demi plus tard, avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 31 juillet 2022. Merci.
Le 14 janvier 2020, à 11h42, toute l'équipe médicale du service de réanimation dans lequel je travaille a reçu un email de l'Agence régionale de santé, transféré par notre chef de service, qui l'avait commenté en disant « Un nouveau virus. Nous pourrions être sollicités. Est-ce que tout le monde maîtrise ?» Comme tant d'autres emails, je les regardais vite fait, rangés dans un dossier où atterrissent les emails, quand en vérité je savais que je ne les regarderais plus jamais. Maîtriser un virus émergent, c'est exactement ce qu'on est censé faire dans un ESR, un établissement santé de référence, comme celui de la Pitié-Salpêtrière. Enfin, c'est ce que je croyais, et ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. On ne maîtrisait tellement pas qu'un mois et demi plus tard, le 28 février, le président de la République est venu faire une visite dans notre service de pointe pour vérifier qu'on était bien prêts. Nous, on l'a tranquillement reçu sans masque. Tout le monde lui a serré la main. On était tellement fiers de notre quart d'heure de gloire qu'on s'est joyeusement rapprochés pour la photo. Évidemment, on était comme tout le monde, on ne savait pas à ce moment-là. Et puis, il y a eu une phase d'attente. On avait quand même bien retenu qu'on devait maîtriser. Alors, on a tout fait pour. On avait le matériel nécessaire, les chambres à sas. On avait répété les procédures d'accueil des patients, la façon dont on devait acheminer les prélèvements vers le laboratoire en triple emballage. Toute l'équipe de réanimation, médecins, aides-soignants, infirmiers, infirmières, internes, tout le monde était prêt. Mais les malades n'arrivaient pas. On nous en parlait en Chine, à la télévision, nos collègues italiens en congrès, mais nous, on ne les voyait pas. Et ça, c'était étrange. Et puis, il y a eu le premier patient à avoir besoin de réanimation en France. Il allait très mal. On était impatients de le recevoir, très excités, il faut bien le dire. Et pourtant, il a été transféré dans un autre hôpital. Dans le service, on n'était pas très contents. Notre patron est monté au créneau. C'est quoi ce cirque? On nous demande de nous préparer depuis des semaines, et le patient est transféré dans un autre service, ça n'est pas correct. Bon, ça c'était vraiment le début, parce qu'après, je vous assure qu'on n'était plus du tout impatients de les voir arriver, les malades qui passaient chez nous. Je dis qu'ils passaient parce que chez nous, en réanimation, ils passaient comme sur un tapis roulant. C'est vraiment l'image mentale qu'il me reste. C'est très personnel, mais moi, je voyais le service comme une chaîne de montage sur lequel les patients arrivaient, transférés, pesés, emballés et jetés à la corbeille, vers la vie ou vers la mort. Ça a commencé le week-end du 7 et 8 mars 2020. J'étais de garde. Je n'avais jamais vu ça. D'habitude, en une nuit de garde, si on reçoit 1, 2 patients adressés par le SAMU, c'est déjà pas mal. Là, ça a été 7, 8. Il y a même eu un embouteillage de camions du SAMU dans la cour devant le bâtiment. Ils ne pouvaient plus manœuvrer. Et ils étaient tous très graves, les patients. Ce qui était angoissant aussi, c'est qu'ils se ressemblaient tous pareils, les mêmes symptômes respiratoires, les mêmes âges. On les accueillait, on les intubait, on les ventilait, on les endormait, on les curarisait, puis on les réveillait. Et quand on les réveillait, ça n'allait pas du tout. Ça rechutait. Toutes les chambres se ressemblaient, toutes, juste un peu décalées dans le temps. À cette période, pendant les 3 premières semaines, il y a vraiment eu du découragement. On n'arrivait pas à les sauver, ça c'est sûr, c'était terrible. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé notre collection avec mes 2 patrons. On a commencé à s'échanger des trésors, des pépites, qu'on a appelés des doxets, en référence, pour les personnes qui connaissent, à l'album de Lucky Luke, l'élixir du docteur Doxet, un médecin charlatan du Far West qui vend des remèdes miraculeux. Parce que pour les médecins diafoirus, le Covid a été un vrai âge d'or. Ça a débuté le 22 mars avec une proposition toute simple
10% de réduction sur des mélanges spéciaux d'herbes et de thé antiviraux. Benifuki cysté aigu et Carigane cistus doux, petit bras. Et puis le 24 mars 2020 est arrivé ce mail, avec pour objet peut-être une proposition d'approche thérapeutique contre le coronavirus. La découverte provenait d'un chercheur retraité, spécialiste des virus de poissons et d'invertébrés, qui proposait de traiter les patients avec le choc thermique. En gros, plonger les patients dans l'eau glacée. Il disait, certes, je ne suis pas médecin, mais ça marche avec les poissons. Une semaine plus tard, on a reçu une proposition émanant d'une grande institution nous proposant de réutiliser les masques stériles en les recyclant au micro-ondes. Ça nous faisait rire. On s'envoyait des tas de points d'exclamation et on projetait de décerner une palme d'or du meilleur élixir quand tout ça serait terminé. Le 31 mars, c'est l'huile de Nigel qui, je cite, allait ralentir la pandémie. En avril, sont apparus la chlorpromazine, un neuroleptique, un spray d'eau de mer, le sang de verre marin. Et le 14 avril, tout était réglé avec ce mail professionnel que j'ai gardé. Depuis qu'on applique ce protocole à base d'azithromycine, un antibiotique, c'est simple, on n'a plus d'hospitalisation. J'ai un retour positif sur une trentaine de patients, écrivait le médecin, qui précisait quand même « C'est vrai, on est très empirique, mais le résultat est là ». Et puis, le 13 mai 2020, un collègue dont je tairai le nom, mais des plus respectables, professeur émérite, nous envoie un mail où il explique avoir constaté que les faibles décès, entre guillemets, constatés en Allemagne ne sont pas liés à une meilleure prise en charge des patients entre les pays, mais peut-être plutôt d'origine alimentaire. Le courrier est accompagné d'une publication signée par 7 autres chercheurs et publiée au journal officiel de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique. Il y est établi avec force argument que la meilleure prévention contre le Covid, c'est la choucroute. Il faut manger de la choucroute, mais aussi du kimchi coréen, en gros du chou fermenté, si vous voulez échapper au tapis roulant. Avec mes patrons, on en rit parce qu'on n'a pas le choix et que ça fait du bien, mais on sait bien qu'au fond, on n'en sait pas beaucoup plus qu'eux. On essaye juste de faire ce qu'on sait faire le mieux possible, en restant humble. Je ne vous cache pas d'ailleurs que quand ça a commencé à monter sérieusement, je me suis rapidement procuré de l'hydroxychloroquine pour moi et ma famille au cas où, et je l'ai jeté piteusement 2 ans plus tard en catimini. Et puis, progressivement, on est rentré, après 2 ou 3 mois, dans une phase de croisière dans le service. On a adapté notre prise en charge, on a eu des renforts, des ressources qu'on a mutualisées. Tout le monde était extrêmement mobilisé, tourné vers un même objectif, et on a commencé à perdre moins de patients, mais on n'a pas arrêté la collection d'élixirs. Avec bien d'autres moments de solidarité, de chaleur et de détente qui nous ont aidés à tenir. Et puis, le 23 septembre, le même professeur émérite à la choucroute nous a écrit. Il avait lui-même attrapé le Covid. Les premiers symptômes étaient sévères, disait-il. Tout semblait indiquer qu'il aurait rapidement besoin d'une hospitalisation, mais il avait eu une nouvelle idée. J'ai aussi remarqué, écrivait-il, que l'ingestion de brocolis est très rapidement suivie d'une disparition de la toux, de la fatigue et d'une réduction moins constante de la fièvre. Lors de l'arrêt de brocoli à 2 reprises, disait-il, j'ai eu une récidive immédiate. Il disait que le brocoli était efficace en 7-8 minutes sur la toux et que le placebo était inefficace. Dans le service, c'est vrai, on n'a pas essayé les brocolis sur les patients. Mais en y repensant, on s'est souvenu que la pénicilline avait été découverte par hasard sur des boîtes oubliées dans un évier pendant les vacances par Alexander Fleming. Il y avait poussé des champignons microscopiques, des moisissures qui ont ouvert la voie aux antibiotiques. Je me suis dit qu'après tout, c'est ça aussi la science, penser en dehors de ce qu'on connaît, tester, expérimenter,
sans avoir peur de se tromper, même les brocolis. Merci. Sur le carnet où j'écris 2-3 mots à propos de chaque client, pendant le confinement, il n'y a presque rien. Je vois juste le 16 mars, Will, Beaux yeux, est revenu. Ensemble, Porte-Jartel, Chantelle, aux anges. Ensuite, il n'y a plus grand-chose, sauf tout début mai. Serge, la quarantaine, habitué, toujours sympa. Une petite pâtisserie, pipe, levrette, a gardé son masque. Heureusement, je m'étais déclarée quelques années avant le Covid en micro-entreprise, en libéral non réglementé. Comme la plupart des travailleuses du sexe qui sont déclarées, la rubrique que je coche pour l'URSSAF, c'est « Autres services personnels ». On se retrouve avec les magnétiseurs, les promeneurs canins, les hypnothérapeutes, les babysitters et les personnes qui font du ménage chez les particuliers. Ce qui fait qu'au moment du confinement, j'ai bénéficié de l'aide de l'État. Le fameux « quoi qu'il en coûte ». Le plafond était de 1 500 € selon les revenus de l'année précédente. Et comme j'avais bien travaillé en 2019, j'ai eu le droit à ce maximum chaque mois. Donc j'étais bien. Je ne me suis pas trop sentie obligée de travailler, c'était pas trop la galère. Mais ce n'était pas le cas de la plupart de mes collègues non déclarés. Les travailleuses du sexe étaient les grandes oubliées de la crise, avec les SDF et toutes les personnes qui ont une vie marginale. Elles se sont retrouvées sans rien, alors que chaque année, des millions sont votés dans le budget de l'État pour nous sauver de la perdition. À l'époque, comme j'étais trésorière du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe en France, on s'est dit qu'on allait créer un fonds d'urgence. Au début, on a mis en ligne une cagnotte au nom du STRAS, mais on s'est fait virer quand ils ont vu le nom du syndicat, donc je l'ai faite en mon nom. Et ça a très bien marché. Il y a même un matin, je me suis réveillée, la cagnotte avait bondi de 18 000 €. Un don anonyme. C'était le client d'une collègue. En tout, on a récolté autour de 70 000 €. Mais pour les répartir et les reverser, ça a été un boulot de dingue. On avait prévu 150 € par personne. Il y a des gens qui peuvent mettre 18 000 € dans une cagnotte et d'autres qui font un mois de course avec 150 €. On avait mis en place un formulaire à remplir, mais au bout d'un mois ou deux, on s'est rendu compte que les mêmes noms apparaissaient plusieurs fois. On trouvait ça bizarre. Il y avait un mec qui avait demandé 13 fois l'aide avec la même adresse IP et avec de fausses annonces. Il nous avait niqués, quoi. On était dégoûtés. Et moi, je me suis retrouvée dans une posture de contrôle d'aide sociale, comme ceux qui contrôlent le RSA ou je sais pas quoi, et j'avais pas du tout envie d'avoir ce rôle-là dans ma vie. Mais fallait bien. On a touché environ 500 personnes et on a en plus reversé une partie à des associations de terrain. Ça me prenait 3 ou 4 heures par jour, mais je crois que ça a été utile. Après la deuxième et la troisième vague, quand ils ont rouvert certains commerces non essentiels, j'ai cessé d'être indemnisée. On était censé reprendre le travail tout en respectant la distanciation sociale. C'est là que ça s'est compliqué. Parce que quand on est pet-sitter, ça va. Mais quand on est travailleuse du sexe, respecter la distanciation sociale, c'était physiologiquement pas possible. Mais comme il y avait des personnes qui n'avaient pas peur d'attraper le Covid, j'ai repris peu à peu ma vie normale, enfin presque. Dans mon carnet, le 6 juin, par exemple, j'ai noté « Amir, rendez-vous dans le camp scout de Noyal-Châtillon. Malaisant. C'est désinfecter le sexe et la bouche au gel hydroalcoolique. Je cite, pour le sida. Aujourd'hui, ça pourrait me faire rire, mais sur le moment, j'étais choquée. Vers la fin du Covid, j'ai déménagé. Je suis partie principalement pour vivre dans une grande ville,
mais aussi parce que c'était devenu tendu avec ma mère. Elle n'a rien contre mon activité, mais déjà, pendant le confinement, elle est devenue parano. Elle portait un triple masque, désinfectait ses légumes qu'elle avait laissés en quarantaine pendant 2 jours, et n'acceptait de me voir que dans sa tenue de cosmonaute et au portail. Elle s'était transformée en spécialiste du virus et m'abreuvait de recommandations. En fait, elle était sous perfusion de Facebook H24. Elle passait sa journée sur des groupes complotistes qu'elle alimentait et me partageait en messages privés. Quand les vaccins et le pass sanitaire sont apparus, elle a complètement vrillé. Elle est passée de l'autre côté. Elle se vivait comme une résistante dans un camp retranché en lutte contre l'État liberticide. Et je devais absolument choisir de quel côté j'étais. Elle parlait d'apartheid, de ségrégation. On nous contrôle, c'est horrible, tu te rends compte, on n'est même plus libre de nos mouvements. Elle n'est pas allée jusqu'à dire qu'il y avait des puces 5G dans les vaccins, mais pas loin. Et j'en ai eu assez. Je suis donc partie vivre à Rennes, où j'ai créé une association qui s'appelle Les Pétrolettes. On fait des goûters, on parle de nos vies, on fait de la prévention. Le premier client qui apparaît à Rennes dans mon carnet porte encore la trace du Covid. Kevin, 28 ans, studette en bord de la rocade. Un peu chelou, dans le sens où il m'embrasse direct, sur la bouche, puis, à la fin du rendez-vous, il me dit qu'il flippe des maladies. À payer en carte. Car oui, ça vous étonne peut-être, mais comme je suis déclarée, je prends la carte. J'ai un terminal de paiement, et quand les clients sont inquiets et me demandent quel sera le libellé sur leur relevé bancaire, je leur dis qu'il y aura écrit en lettres majuscules « Je me suis tapé une pute ». Ça me fait rire, à chaque fois de voir leur tête. À la fin, au total, pendant le Covid, j'aurais donc perçu de l'État la somme de 6 000 € net d'aide exceptionnelle répartie sur 4 mois, sur laquelle je n'ai pour une fois pas payé d'impôts. Car même si notre profession est tout juste tolérée et nos clients pénalisés, nos impôts, eux, restent les bienvenus. Merci. Je suis infirmière. En 2020, quand je travaillais en réanimation médicale à l'hôpital Saint-Louis, quand les premiers patients Covid ont commencé à arriver dans mon service, début mars, je revenais de vacances, je me sentais en forme, hyper reposée. Et comme j'écoute très peu les médias, j'étais plutôt optimiste. De toute façon, dans mon métier, j'aime bien quand il y a de l'action. C'est ce qui me fait tenir. À la base, c'est même pour ça que j'ai demandé à travailler en réanimation. Parce qu'au début de ma carrière, quand j'ai commencé comme aide-soignante à 18 ans, je me suis rendu compte que j'avais un problème. Je travaillais en chirurgie orthopédique. On avait certains patients polytraumatisés, des accidentés de la route, qui arrivaient avec des énormes cicatrices, des plaies ouvertes, qui perdaient beaucoup de sang. Et quand les patients étaient trop mal ou qu'ils perdaient trop de sang, je faisais des malaises. Mes collègues étaient obligés de me sortir de la chambre pour pas que je tourne de l'œil. C'était pas possible, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai demandé ma mutation en réanimation. Pour dépasser mes peurs, soigner le mal par le mal, en quelque sorte. Effectivement, ça a réglé mes problèmes directs. Parce qu'en réanimation, les patients arrivent dans des états gravissimes. Ils ont un organe vital ou plus qui ne fonctionne plus. Et si on ne les prend pas en charge, ils meurent. Il y a des hémorragies externes, des crises cardiaques, des chocs septiques. Ce niveau d'urgence permanente m'a dévié de mes peurs. Ce qui m'a aidé aussi, je pense, c'est le côté technique. Il y a plein de machines en réanimation. Il y a tout qui bip en permanence dans tous les sens. Les pousse-seringues, les pompes volumétriques,
les scopes. Il faut vérifier si c'est la tension qui sonne, ou la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène ou la dialyse. Bref, ça oblige à une vigilance permanente et ça m'a canalisée. Assez vite, j'ai compris que j'allais trouver ma place en réanimation. Ça me passionnait. J'ai décidé de grimper les échelons en passant mon diplôme d'infirmière. J'avais soif de savoir et de connaissances. Donc en 2020, quand le Covid nous est tombé dessus, je me sentais en pleine possession de mes moyens. J'étais même devenue référente dialyse et échange plasmatique. Très vite, on a été submergés par les patients Covid. Ils arrivaient tous en grande détresse respiratoire. Dans ces cas-là, il faut endormir les patients pour que les machines prennent le relais. Sauf qu'au moment de les intuber, ça ne se passait pas du tout comme d'habitude. Il y a toujours un moment critique où il faut mettre la tête en arrière pour trouver la trachée et mettre le tuyau d'oxygène. On dit s'exposer. Mais les patients Covid désaturés d'un coup, leur taux d'oxygène baissait en flèche. J'avais jamais vu ça. Ils risquaient un arrêt cardio-respiratoire d'un coup. C'était déroutant. Ensuite, on avait beaucoup de mal à les stabiliser. C'était comme s'ils ne toléraient pas nos protocoles habituels. Leur rythme cardiaque ou leur tension pouvait se dégrader très vite. On ne comprenait pas. Les poumons lâchaient, puis le cœur, puis les reins. On avait beau s'agiter dans tous les sens, tester d'autres protocoles, on perdait beaucoup de patients. C'était dur. Ce que j'avais appris à faire, ce que je savais faire, ne marchait pas. J'ai eu du mal à le supporter. Et donc, je me suis mis en mode mission. Je voulais tout donner. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais galvanisée. Je me souviens que notre cadre de santé, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous donner des jours de repos, pour qu'on arrive à tenir sur la durée. Mais les jours où elle me mettait off, au lieu de me reposer, j'allais faire des heures sup à la Riboisière, où ils avaient monté en urgence un service de post-réa. Avec le recul, je trouve ça ridicule. Pour qui je me prenais? Wonder Woman? Pourtant, c'est pas les applaudissements tous les soirs à 20h qui m'étaient montés à la tête. Je les entendais jamais. À cette époque, je travaillais de nuit. Je démarrais à 19h15. Mais c'est vrai qu'on recevait plein de cadeaux de l'extérieur. Il y avait des marques de cosmétiques, comme Chanel, qui envoyaient des coffrets beauté avec des masques hydratants, des crèmes pour le corps. Des traiteurs de luxe aussi, comme le nôtre, qui nous faisaient livrer des plateaux repas. C'est génial, on pouvait manger équilibré. Mais d'un autre côté, ça n'a pas dû m'aider à redescendre. Je me disais, on est en première ligne. On doit être à la hauteur de la pandémie. C'est maintenant ou jamais. Le pays a besoin de nous, avec nos compétences. Bref, c'était pas le moment d'être fatiguée. Ce qui m'a le plus éprouvée, je crois, c'est l'absence des familles. En temps normal, les visites sont autorisées 24 heures sur 24. Les familles restent de nombreuses heures dans les chambres. Ils parlent et à force, j'apprends des choses sur les patients. Mais là, personne n'avait le droit de venir. Donc je me suis retrouvée avec des patients intubés pendant des semaines que je n'avais jamais vus conscients. Je ne savais rien d'eux, à part juste leur nom et leur âge. Ça peut paraître bizarre, mais moi, j'ai besoin de connaître leur histoire. Dans notre formation, on nous dit qu'il faut leur parler. Je pense que c'est pas pour rien. Moi, j'y crois beaucoup. Qu'il faut maintenir de la vie autour du patient, le toucher, l'entourer. D'ailleurs, il y a des malades, quand ils se réveillent, ils racontent qu'ils se souviennent des odeurs, des bruits, des présences. Mais sans les familles, c'est devenu hyper anonyme. Les grandes ardoises, dans les chambres, où d'habitude, les proches accrochent des messages, des dessins, des photos, étaient vides. Quand j'essayais de leur parler, souvent je ne trouvais pas quoi leur dire. En plus, les patients Covid, on devait souvent les mettre sur le ventre, en décubitus ventral, ça s'appelle, pour favoriser l'oxygénation. Mais du coup, on voyait moins leur visage. Comme on avait énormément de travail, on s'est mis à mettre beaucoup de musique. Ça occupait l'espace. Mais je me disais, si ça se trouve, ils n'aiment même pas cette musique. C'était perturbant. Tous ces corps dans le coma et la musique. Ce que j'essayais de faire, c'était de bien surveiller les scopes des malades,
que je suivais. Et quand je voyais que ça allait être la fin, j'essayais au moins d'être là pour leur tenir la main, qu'ils ne soient pas tout seuls au moment de décéder. Pour moi, les laisser partir seuls, on ne pouvait pas leur faire ça. D'ailleurs, je me souviens qu'à un moment donné, en réunion d'équipe, on avait proposé de prendre une photo des gens qui venaient de décéder pour envoyer aux proches qui ont besoin de voir leur mort une dernière fois. Je l'ai fait une fois, un monsieur qui venait de l'Est. Après, j'avais cette photo dans mon téléphone, au milieu des photos de mon fils et de ma vie. Je l'ai effacée tout de suite. Je me suis dit, là, ça va trop loin. On passe une barrière. De toute façon, avec les œdèmes, les gens avaient des visages trop déformés. On s'est dit que c'était pas une bonne idée. On a arrêté. L'épuisement est monté petit à petit, sans que je m'en aperçoive. Je m'énervais contre mes collègues pour le moindre oubli. J'étais devenue très impatiente, j'étais même hypersensible. Je voulais pas voir que j'étais à bout de force, je devenais insupportable. Une fois, j'essayais de mettre un monsieur décédé dans sa housse mortuaire et il ne rentrait pas. Il était obèse. Parce qu'il faut savoir qu'à la première vague, par mesure de précaution sanitaire, on nous a demandé de mettre immédiatement les corps dans des housses en plastique pour limiter la propagation du virus. D'habitude, je fais la toilette mortuaire, puis j'enveloppe la personne dans un drap. Mais plusieurs fois par jour, mettre des gens dans du plastique avec carrément une zipette, j'ai vraiment détesté faire ça. Là, ce monsieur en surpoids, là où ça s'est déchiré, ça m'a dépassé. C'était un signe. Heureusement, la calme l'été est arrivée. L'épidémie a reculé. Ma cadre de santé m'a fortement conseillé de prendre un mois de vacances. Je suis descendue voir ma famille dans le sud. Je suis allée marcher en montagne avec mon fils. Je me suis dit que j'étais passée à travers. Et puis, la deuxième vague est arrivée, à la rentrée de septembre. Je le savais, je m'étais préparée. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais le matin du 12 octobre, j'ai pris mon service à 7h15. Il y avait beaucoup de travail. J'avais des prélèvements sanguins à faire. Il y avait des documents qui manquaient et d'un coup, j'ai pété les plombs. J'ai fondu en larmes. Ma cadre m'a conseillé de me reposer. J'ai été arrêtée 10 jours. Mais en janvier 2020, j'ai recraqué pareil. Le soir, une amie infirmière m'a envoyé par mail le test de Maslach. C'est un test pour détecter le burn-out. C'est bizarre, mais avant ce soir-là, je n'avais jamais pensé à ce mot, burn-out. J'ai répondu aux questions. Il faut cocher des cases comme un QCM. À la fin, j'ai calculé, mon total disait épuisement professionnel. J'ai pleuré pendant des heures. Mon médecin m'a arrêté de nouveau. J'ai compris que si je voulais continuer mon métier, il fallait que je renonce à l'AREA. Aujourd'hui, je suis infirmière en aphérèse thérapeutique en hôpital de jour. Merci. Le 2 décembre 2021, j'avais mis mon réveil à 6 heures. Plutôt que d'habitude, car j'étais censée présider le jury d'une thèse sur l'estimation de l'incidence de l'infection à VIH à partir des données des nouveaux diagnostics. Sujet pointu, je vous l'accorde, mais que je commence à maîtriser, puisque ça fait plus de 40 ans que je travaille comme épidémiologiste et biostatisticienne sur les maladies infectieuses, et en particulier sur le VIH. J'étais en train de me préparer quand j'ai entendu sonner à la porte. Il était presque 7 heures du matin. Je ne voyais pas du tout qui ça pourrait être. J'ai donc continué à boire mon café. Mais derrière la porte, on insistait. J'ai fini par y aller. En ouvrant, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. J'ai vu 3 gendarmes qui avaient un air énervé, voire franchement désagréable. Ils m'ont dit que ça faisait 1 heure qu'ils attendaient en bas de chez moi. Ils étaient là pour une perquisition. Chez moi ? Apparemment, oui. Ils sont entrés dans mon appartement, sans m'en laisser le choix, et m'ont tendu un document avec l'objet de la perquisition.
J'ai à peine eu le temps de lire que j'étais soupçonnée de trafic d'influence par le parquet national financier avant qu'ils ne me l'arrachent. Ils sont donc entrés dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Et puis, ils ont appelé leurs collègues. Les gendarmes m'ont demandé « Ça ouvre à quelle heure l'INSERM ?» Ça m'a fait sourire. L'INSERM, ça n'ouvre pas, ce n'est pas une boutique. C'est là que j'ai compris qu'une autre équipe était en train de perquisitionner en même temps mon laboratoire de recherche. Elle cherchait la combinaison d'un coffre-fort que nous avons au laboratoire. Ils étaient persuadés que j'y avais caché des informations compromettantes. Je ne voyais pas du tout de quoi il aurait bien pu s'agir, et de toute façon, je ne connais pas le code de ce coffre. Ce coffre, c'est là où on stocke les consentements des patients inclus dans les essais cliniques dont on s'occupe, avant de les transmettre aux promoteurs. Mais quel rapport avec un trafic d'influence ? J'aurais influencé qui ? J'avais ma petite idée, mais je n'étais pas sûre. Chez moi, ils se sont installés à mon ordinateur pour télécharger des données. Ils avaient apporté leur disque dur, mais ils ne savaient pas se servir d'un Macintosh. Alors, ils m'ont demandé comment faire des recherches de fichiers. Ils ont cherché frénétiquement dans les milliers et milliers de documents de mon ordinateur. Je les voyais taper « INSERM » et intérieurement, je souriais. Ils n'étaient pas rendus, car ça faisait 40 ans que j'étais à l'INSERM et il y avait des milliers de documents contenant le mot « INSERM » sur mon Mac. Puis, ils ont tapé ivermectine, United, Merck et Andrew Hill. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Ils ont aussi pris mon téléphone portable pour faire une copie du contenu et ils m'ont demandé si j'avais d'autres dossiers importants. Je leur ai indiqué la pile de documents sur ma table. Ils ont l'air découragés et ils commençaient à avoir faim. Il faut dire qu'il était 13h30 à ce moment-là. Je leur ai indiqué un petit resto de quartier. Alors ils sont partis et ils m'ont laissé là, seul dans mon appartement, avec tout leur matériel et leurs documents. Si j'avais voulu, j'aurais eu 10 fois le temps de supprimer tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur. En tout cas, même si j'avais ma bonne conscience pour moi, je me sentais mal. Quand on a consacré sa vie à la science, je vous assure que c'est déstabilisant de se voir traité comme une criminelle. Ils sont revenus de leur pause déjeuner, ils ont récupéré leur disque dur et ils m'ont dit que je serais bientôt convoquée pour un interrogatoire qui n'a jamais eu lieu. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, je me suis refait le film de ces derniers mois. Je dois vous dire qu'au début de la pandémie, j'ai été nommée au conseil scientifique de Reacting sur la recherche sur la Covid. Il fallait agir vite, nous ne savions rien de la maladie. Nous étions chargés d'évaluer les recherches à engager et de prioriser les médicaments à évaluer dans les essais cliniques. Nous décidions donc quels traitements seraient testés en priorité et ceux qu'on allait le voir écartés. C'est alors que j'ai vu apparaître sur Twitter des comptes conspirationnistes avec à leur tête des médecins en place, des professeurs, qui m'attaquaient personnellement en disant que j'empêchais les recherches sur les traitements précoces. Ils disaient que de ce fait, j'étais responsable de la mort de millions de gens. Je me souviens d'un tweet d'un professeur proche de Didier Raoult qui disait que pour les gens comme moi, il hésitait entre 2 châtiments pour l'après-crise. En dessous, il y avait 2 images. Sur la première, un cadavre dans une cage, et sur l'autre, des hommes condamnés aux travaux forcés. J'ai commencé à recevoir des mails et des lettres anonymes directement dans ma boîte aux lettres. On m'accusait d'être responsable de millions de morts de la Covid. On m'écrivait que je devrais être traduite devant la justice, qu'il y aurait un Nuremberg 2.0 pour les gens comme moi. Le Nuremberg 2.0, c'est un projet de procès défendu par les principaux complotistes de la Covid qui comparait les responsables des politiques sanitaires à des dignitaires du Troisième Reich. Même une de mes voisines s'y est mise. Un jour, je l'ai croisée dans l'escalier de notre immeuble et elle m'a dit que j'affronterais bientôt la justice immanente pour tous mes mensonges. Je ne me suis pas laissée déstabiliser. Ça ne s'est pas arrangé quand j'ai reçu le Grand Prix INSERM en décembre 2020 pour mon implication sur les recherches sur la Covid. Les complotistes ont interprété ce prix comme une attaque contre eux.
Au début, j'avais très à cœur de rétablir les véritables informations, mais rapidement, c'est devenu vertigineux. Je me prenais des salves de commentaires haineux, sexistes et grossophobes. Alors, quand j'ai vu l'engouement que suscitait l'ivermectine, une piste de traitement possible contre la Covid, je me suis penchée sur le sujet. J'ai réalisé que les papiers qui en vantaient les mérites comportaient des biais massifs. Je suis alors tombée sur un projet d'article par Andrew Hill, un confrère britannique que je connais depuis longtemps. Lui concluait que l'ivermectine pouvait être efficace contre la Covid. Je lui ai écrit un mail pour lui demander s'il avait bien tenu compte des biais dans les études. Et finalement, je me suis aperçue qu'il avait changé les conclusions de sa méta-analyse après notre échange. Et c'est là que ça a vraiment dérapé, et l'histoire a basculé. On a commencé à m'accuser d'avoir forcé ce confrère à changer les résultats de son étude, et ainsi d'avoir cherché à influencer et manipuler l'Agence du médicament française, l'Agence du médicament européenne et l'OMS, pour les empêcher de valider ce produit. Il laissait entendre que j'étais payée par des laboratoires pour favoriser d'autres traitements. Une plainte a alors été déposée contre moi par l'association Bon Sens, qui prétend retrouver du bon sens dans un monde de scientifiques et de médecins soi-disant corrompus. Et qui trouve-t-on dans cet assaut? Tout un tas de soutiens de Didier Raoult, et notamment le patron de François, Xavier Zalbert, chef de file des antivax, accusé de cyberharcèlement, d'avoir même appelé à passer à la guillotine les chercheurs et médecins opposés à l'hydroxychloroquine. Mais comment le parquet national financier a pu penser que je faisais du trafic d'influence? Qui dit trafic d'influence dit que j'aurais eu un intérêt financier ou professionnel à favoriser ou non un traitement. C'est une accusation très grave qui contredit et bafoue 40 ans de recherche et qui, évidemment, ne repose pas sur le moindre élément tangible. Et puis, le temps a passé, mais je n'ai pas oublié. L'année suivante, quand mon avocate a demandé le dossier de l'enquête, le parquet n'a d'abord pas répondu. Et 1 an plus tard, il a dit qu'il n'y avait pas eu d'enquête. Là, j'ai eu l'impression qu'on se moquait de moi et j'étais vraiment furieuse. Ça a duré encore quelques mois avant que la réalité ne reprenne ses droits et que je ne récupère le dossier. J'ai appris au passage que j'avais été mise sous écoute, que les enquêteurs avaient fouillé mes comptes et demandé à ma banque des informations sur le prêt que j'avais pour mon appartement. Que depuis presque 1 an, l'affaire était classée sans suite, sans que personne ne prenne la peine de m'en avertir. Personne n'a pris la peine non plus d'enquêter sur les chercheurs qui ont inventé et truqué les données dans les études sur les traitements contre la Covid. Certains de ces scientifiques sont encore en poste aujourd'hui, enseignent à des étudiants, et aucun, à ma connaissance, n'a été perquisitionné. Le 1er mars 2020, j'ai signé le premier vrai contrat de ma vie. J'ai quitté Lyon, mes amis, ma famille, mon appartement. J'ai déménagé toutes mes affaires à Chaumont-sur-Loire, prête à mener la vie de château. J'en avais rêvé de ce poste en mécénat. Un château du XVe siècle, des jardins somptueux, des artistes contemporains, une programmation pointue et des soirées mondaines. Avant, j'étais passée par la Biennale de Venise, le Château Lacoste et la Biennale de Lyon. J'avais le sentiment de m'être bien défendue pour obtenir cette place, et voilà, j'y étais enfin. J'ai mis mes meubles dans une petite maison sur les bords de Loire et je m'y sentais bien. Dans ma tête, j'allais passer les prochaines années de ma vie là-bas, bien contente d'avoir enfin un contrat et une maison. Sauf que le confinement est tombé 2 semaines plus tard. Et à la fin du mois de mars, la directrice m'a appelée pour me dire qu'il ne pouvait pas me garder, qu'il n'avait plus d'argent, qu'il supprimait le poste, et que de toute façon, elle ne savait pas du tout quand le château rouvrirait au public. À peine arrivée, je me suis donc retrouvée sans travail, sans perspective, avec un loyer à payer, sans pouvoir déménager, loin de tous mes proches. Alors j'ai commencé à vraiment angoisser. Qu'est-ce que je faisais à Chaumont-sur-Loire? Comment j'allais gagner ma vie? Les expositions rouvriraient-elles un jour? Le milieu de la culture ferait-il partie du monde d'après? Quand j'avais des montées d'anxiété, je repensais au plateau de Haute-Provence.
pays d'origine, où je passais toutes les vacances quand j'étais petite chez mes grands-parents. Ça tournait en boucle dans ma tête. Lavande, colline, garrigue, lavande, colline, garrigue. Et ça m'apaisait. Alors, je me suis dit que la solution, c'était Aline. Aline, c'est une grande amie qui élève des brebis sur le plateau d'Albion, à côté de chez mes grands-parents. Je l'ai appelée et lui ai demandé si je pouvais venir. Je pourrais peut-être l'aider à s'occuper du troupeau. Elle m'a répondu que chez eux, il n'y avait pas de confinement et que du travail agricole, il y en aurait toujours. J'étais la bienvenue. J'ai quitté les bords de Loire, direction la Haute-Provence. Et je me souviens très bien de cette sensation en arrivant sur le plateau. Les bois de chêne blanc, les champs de lavande et au-dessus, le mont Ventoux. C'était pas encore le gros cagnard de l'été, mais il faisait beau et chaud. Et ça sentait cette odeur des collines si particulière. Le thym, la sarriette, la pierre calcaire. Puis il y avait ces couleurs, le petit épeautre jaune, le sainfoin rose, la filante qui ressemble à une touffe d'étoiles. Quand je suis entrée dans la bergerie, j'ai retrouvé cette odeur de mon enfance. Une odeur chaude, moelleuse, réconfortante, celle du suin et du foin, de la peau et de la laine des brebis. J'ai passé cette fin de printemps 2020 aux côtés d'Aline, notre voisine, à observer et refaire ses gestes. C'est elle qui, comme on dit là-bas, m'avait donné enfant le billet aux brebis. D'ailleurs, elle m'a rappelé que petite, je lui avais dit que je voulais être fermière, comme elle. Mais elle m'avait répondu « Non, toi tu seras médecin, comme ils le sont tous dans ta famille. » Je m'étais dit que ça aurait été peut-être plus simple pour moi si j'étais née chez les voisins. Ici, je me suis sentie heureuse, comme jamais. J'ai toujours aimé ces bêtes. Elles sont très braves, gentilles et courageuses, et elles ont l'esprit de groupe. J'ai gardé ces brebis pour la première fois. Je me suis mise une pression phénoménale. J'avais tout le temps peur de les perdre. Pour les pister, je passais à travers bois. Je prenais les drailles. Ce sont les passages des chevreuils et des sangliers où l'on ne peut passer que courbé, un pied devant l'autre. J'ai aimé cette sensation de sortir des sentiers humains, de créer ses propres chemins, de suivre la piste animale. Pendant ce temps, mes amis en ville, quand je leur téléphonais, étaient toujours dans les masques, les tests PCR, et devaient encore se signer eux-mêmes des autorisations pour se déplacer. À la radio, on comptait les morts. Après quelques semaines aux côtés d'Aline et de son fils, elle m'a dit que le berger, attitré, partirait l'année suivante. Si la place m'intéressait, j'avais 1 an pour être plus dégourdie, et si j'y parvenais, je serais leur bergère. C'est là que j'ai commencé à me dire que si le monde de la culture s'effondrait, l'agriculture, elle, tiendrait toujours. La proposition d'Aline a commencé à me trotter dans la tête. Je me suis donné l'été pour prendre ma décision. Nous étions entre 2 confinements. Les gens profitaient de leur été pour se revoir, faire la fête. Et moi, à l'inverse, j'étais seule en estive avec le berger. C'était des collines sèches. Au plus haut, nous sommes à 1100 mètres. C'est plutôt de la montagnette. Je me suis sentie à ma place, libre de ne plus me regarder dans le miroir, de ne pas savoir à quoi je ressemble, de ne pas faire attention à mes vêtements. Cet été-là, à 1000 lieues de tous les ennuis sanitaires du monde, j'ai appris à faire une clôture, racamper un troupeau, savoir où me placer par rapport à elles, connaître leur rythme de pâturage, les ressources en herbe et en eau, quoi faire en cas d'orage et d'attaque de loups. À la fin de l'été, en redescendant les brebis avec le fils d'Aline et son berger, on les passait une par une au comptage, car on ne sait pas toujours si on en a perdu. Le problème, c'est qu'au moment de compter, je me suis aperçue que je commençais à voir double. Littéralement. Une diplopie. J'ai arrêté pour ne pas fausser le résultat final en multipliant le nombre de brebis par 2. Ils m'ont dit « Grâce à toi, c'est la première fois qu'on aura plus de bêtes en redescendant qu'en montant. » C'était étrange. On a évidemment pensé au Covid, mais c'était pas tellement les symptômes.
Les hôpitaux étaient moins saturés à ce moment-là et j'ai pu être hospitalisée. Au bout d'une semaine, on a découvert que j'avais attrapé la maladie de Lyme sous une forme neurologique particulièrement sévère. La maladie de Lyme, c'est un peu l'épidémie des bergers. Et j'étais presque soulagée d'avoir cette maladie des montagnes plutôt que l'autre des villes que j'avais quittées. À l'automne, la France a commencé à se reconfiner. En octobre, il y a eu un nouveau couvre-feu dans les grandes villes, puis en novembre, un reconfinement partiel. Et ça a duré tout l'hiver comme ça. Dans les écoles, c'était moitié visio, moitié présentiel. Mais dans l'école, où je suis entrée en formation agricole à l'âge de 26 ans, il n'y avait rien de tout ça. J'ai vécu l'année à Salon de Provence, dans un domaine de 200 hectares, avec 15 autres futurs bergers et bergères. Pour nous, c'était la période des mises bas. Je suis allée en stage chez un vieil éleveur du cru. Il n'était certainement pas le plus facile, et il avait décidé, je crois, de casser rapidement ma joie. J'ai passé la première journée à compter les morts et à dépecer des agneaux sur ma pause déjeuner. C'était sa façon, je crois, de me faire comprendre qu'on n'était pas dans une halte garderie et qu'il y aurait de la casse. Dans les 15 jours qui ont suivi, on a fait agneler 900 brebis à deux. C'est beaucoup, 900. C'est sûr, ça me changeait des vernissages. Je crois qu'il me testait, se demandait si la jeune fille en fleurs allait tenir le coup. Moi-même, je voyais bien que j'avais encore un petit côté bon chic, bon genre, chichi pompon, mais aussi que j'étais en train de le perdre. Dans ma famille, ils pensaient que si j'avais envie de faire la bergère, comme on dit, pourquoi pas ? Dès que les restrictions de déplacement ont cessé, tous mes amis en ville sont venus. Mon ami gynéco s'est mis à l'agnelage, mes copains généralistes sont montés en alpage, et ceux de Sciences Po sont venus manger l'agneau de Pâques. C'était le monde d'avant qui rencontrait le monde d'après, et je regrettais rien. À la fin de la formation, à l'été suivant, il y avait déjà des vaccins. Mon grand-père était à l'hôpital et je me suis faite vacciner pour le voir. C'est lui le premier qui m'avait emmenée à la bergerie voir Aline. D'ailleurs, Aline a estimé que j'étais prête à m'occuper de leur troupeau toute seule. J'ai signé le premier vrai contrat de bergère de ma vie. Et mon grand-père est mort. Ma vie avait basculé. 5 ans plus tard, on peut dire que j'ai tenu. Aujourd'hui, je suis la bergère des autres, sans terre et sans troupeau. Mais ça va changer. Je viens de faire une demande auprès de la Chambre d'agriculture pour m'installer comme éleveuse et avoir mon troupeau à moi. Avant la pandémie, je pensais devenir une châtelaine, mondaine, et finalement, je suis devenue une bergère solitaire. Je travaille pour les pompes funèbres publiques de Chambéry. Je suis maître de cérémonie, c'est-à-dire que j'accompagne les familles, je les aide à organiser la cérémonie en elle-même, leur prise de parole, les musiques, les diaporamas. Je les aide à trouver les différents gestes qu'ils pourront poser ce jour-là. Je personnalise cette cérémonie, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'elle ressemble à la personne défunte. Je fais une introduction et puis une conclusion. J'aime profondément ce métier et ça fait 17 ans que je fais ça. L'année dernière, à la fin d'une cérémonie, une dame est venue me voir. Elle se souvenait de moi puisque je m'étais occupée de son père décédé du Covid pendant la première vague en 2020. Elle m'a dit qu'elle repensait souvent à l'enterrement. À cause des restrictions sanitaires, tout avait dû être organisé très vite. La cérémonie, elle avait eu lieu sous le préau du parking des pompes funèbres, avec une jauge limitée à 4 personnes.
Elle gardait sur la conscience cette impression de ne pas avoir pu faire les choses comme il le fallait. Ça m'a frappée parce qu'elle n'était pas la première personne à me dire ces choses-là. On m'avait déjà arrêtée plusieurs fois dans la rue pour me parler de ça. Alors je ne crois pas aux fantômes, mais je me demande si tous les gens partis à cause du Covid, tous ces gens qu'on a enterrés à la chaîne, sans leur offrir le traitement qu'ils auraient pu recevoir, qu'ils auraient dû recevoir, je me demande s'ils ne viennent pas nous hanter en fait. J'y ai beaucoup réfléchi ces dernières années et je pense qu'on pourrait organiser quelque chose pour toutes ces morts qui ne passent pas. L'image qui me revient souvent, c'était au tout début de la pandémie, quand j'ai fait ma première ambulance pour un décès Covid. Alors une ambulance, dans notre jargon, c'est un transfert de corps. On va chercher la personne défunte sur son lieu de décès, que ce soit à l'hôpital, en maison de retraite, et on l'emmène en chambre funéraire en attendant le jour de la cérémonie. À ce moment-là, on ne savait encore rien du virus. Les autorités sanitaires partaient du principe que, même morts, les gens étaient toujours contagieux. Donc, on nous a demandé d'appliquer le protocole de mise en bière immédiate, c'est-à-dire de procéder à la fermeture du cercueil le plus vite possible. Ce jour-là, nous allions à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne chercher une petite dame centenaire. Avec mon collègue, nous avions enfilé une tenue spéciale, combinaison intégrale, 3 paires de gants les unes sur les autres, des surchaussures, des masques et puis des lunettes de protection. C'est cette image qui m'a marquée en fait. Nous, dans notre accoutrement de cosmonautes, pour emporter une toute petite mamie toute menue qui avait traversé les guerres, plein de choses certainement, mais que plus personne n'osait toucher à cause de ce virus. Alors on a suivi le protocole. On devait la manipuler le moins possible. Donc, plus de toilettes, plus de préparation mortuaire. On ne pouvait même plus fermer ni la bouche ni les yeux. On a mis cette femme telle quelle dans une housse mortuaire avec sa chemise de nuit de jetable de l'hôpital. Je ne sais pas si vous imaginez. On a jeté la première paire de gants, puis on a posé le capot du cercueil. On a posé toutes les vis, on a serré à fond, et puis ensuite, on a encore enlevé une paire de gants pour sortir le cercueil de l'hôpital. Là, on a enlevé les combinaisons et puis on les a jetées dans un sac poubelle. J'ai trouvé ça violent de prendre toutes les précautions, mais de la priver, elle, des soins habituels, l'habiller, la maquiller, lui redonner sa dignité. Je me suis dit, quand même, on prépare les défunts depuis au moins le néolithique. Comment on va faire pour garder un peu d'humanité si on ne fait plus tous ces gestes-là ? D'ailleurs, on a très vite vu que c'était insupportable pour les familles. Déjà, les gens n'avaient pas pu aller à l'hôpital voir leurs proches pendant l'hospitalisation, et puis pas même une dernière fois en chambre mortuaire. Alors imaginez leur mère, leur père, même pas coiffés, même pas habillés dans son cercueil. Il y avait là quelque chose de barbare. Je pense que ça a laissé beaucoup de traces. Donc assez vite, aux pompes funèbres, on a essayé de mettre des choses en place. En temps normal, quand j'organise les cérémonies, je propose aux personnes qui le souhaitent de prévoir un petit cadeau pour la personne défunte. Je leur propose de venir le déposer dans le cercueil encore ouvert. C'est très important et il y a des gens à qui ça fait du bien. Ça enlève, je crois, la froideur de la séparation, enfin, entre guillemets. Alors on a de tout. On a des bonbons, des chocolats, des livres. Et il y en a même qui donnent à la personne ses lunettes et puis ses mots croisés. Et donc, pendant le Covid, avant de partir pour faire les mises en bière immédiates, eh bien, je proposais aux gens de passer, s'ils le pouvaient, dans nos locaux, déposer dans un sac toutes les petites choses qu'ils voulaient que je mette pour eux dans le cercueil. Alors, je ne sais pas si c'est le trop d'urgence, pour que les gens aient le temps de réfléchir,
ou s'il y a une symbolique plus profonde, mais j'ai remarqué que ce que les gens amenaient beaucoup, eh bien, c'était des vêtements. Parfois des tenues complètes, les slips, les chaussettes, les chaussures, même le blouson. Alors même si le protocole sanitaire nous interdisait de les enfiler aux défunts, il nous demandait de les plier puis de les déposer dans le cercueil. C'était vraiment important pour eux. Et puis il y avait des lettres, beaucoup de lettres, des dessins d'enfants, des photos, beaucoup de photos. Pour les gens qui étaient confinés loin, dans d'autres départements, ils nous envoyaient les lettres et les photos par email, on les imprimait et puis on les déposait dans les cercueils. Voilà, c'était toujours dans l'urgence et puis pas tout le temps possible, mais on a essayé. Pour les cérémonies en elles-mêmes, ça a été compliqué aussi. Au pic de la première vague, on gérait environ 190 à 240 décès par mois. En temps normal, on en gère 80. Mes collègues porteurs allaient littéralement chercher les corps jour et nuit. Ça faisait 8 à 10 cérémonies par jour à réaliser. On n'avait plus le droit de se réunir à l'intérieur, mais heureusement, il a fait très beau ce printemps-là. Et comme on a un grand préau derrière le centre funéraire, on a sorti tous nos bancs, toutes nos fleurs artificielles. Et c'est ce qui nous a permis de maintenir quand même des semblants de cérémonie dans le respect des gestes barrières. Alors je dis cérémonie entre guillemets, parce qu'un enterrement limité à 3 ou 4 personnes, ça n'a plus du tout le même sens. La réglementation changeait tout le temps. Un coup, les autorités, elles disaient pas plus de 3, puis d'un coup 20, puis à nouveau 3, et puis à nouveau 10. On était tout le temps ballottés. On ne savait plus quoi dire aux familles, et puis les gens ne comprenaient pas, mais en fait, ils obéissaient à chaque fois. On travaillait véritablement à la chaîne. Alors moi, évidemment, je n'avais plus du tout le temps de préparer les cérémonies en amont, donc j'ai dû improviser. J'ai laissé tomber le protocole funéraire et je posais directement les questions sur le défunt aux 3 ou 4 personnes qui étaient là en face de moi. Je les laissais, eux, parler de la personne. C'est ce qui m'a semblé le plus approprié. Je leur demandais des anecdotes, ce que le défunt avait fait de sa vie, de son parcours, et ça marchait. À chaque fois, les gens parlaient tout de suite. Des choses très spontanées, des choses douces, des choses profondes, peut-être plus que d'habitude, parce qu'il n'y avait plus aucun décorum, pas de micro, pas de caméra, pas de pression sociale, pas de regard, pas de salle dans l'attente. Moi, j'ai vécu de très beaux échanges avec les familles à ce moment-là. C'est étrange à dire, mais ça a été le cas. Alors, bien sûr, une crise pareille, moi, je ne veux plus jamais la revivre, plus jamais. Mais en même temps, ça m'a permis de voir mon métier autrement, d'y mettre encore plus de profondeur, encore plus d'accompagnement. Je crois que ce qui est important pour ceux qui restent, c'est de pouvoir être ensemble pour parler de celui qui part, de le faire à cœur ouvert, de le célébrer, pour accepter d'une part de le laisser aller et de l'autre de le rendre vivant pour son autre vie. Et quand ça a été mal fait, je pense que ça devrait pouvoir être défait et refait autrement. Alors c'est pour ça que depuis quelque temps, je me dis qu'on devrait proposer aux familles des sortes de cérémonies de rattrapage. Je pense que ça pourrait aider à calmer les pensées. On en a discuté avec mon chef et on est en train de travailler dessus, voir quels sont les gestes, les rituels qu'on pourrait organiser. Alors pour l'instant, on a imaginé de fabriquer un grand arbre en contreplaqué avec des branches où les familles pourraient venir accrocher un message au défunt. On a préparé des invitations à envoyer par email avec une feuille à imprimer et puis à remplir, une feuille d'arbre, pas une feuille A4, où on peut inscrire le nom de la personne qu'on a perdue à cause du Covid, soit faire un dessin, écrire un mot, un poème, ce qu'on veut. Voilà, on est parti sur une idée comme ça. J'ai écrit le discours, on a tout préparé, on veut vraiment le faire, mais à chaque fois on se retrouve sous une montagne de travail. Là, on sort de l'épidémie de grippe.
Il faudrait que la mort fasse une pause, peut-être qu'elle prenne des vacances, et qu'elle nous laisse juste un petit peu de temps pour faire cela. Le 16 mars 2020, quand le président Macron a annoncé au JT qu'il allait confiner la France, j'ai tout de suite su que j'étais partie pour une grande épopée familiale et domestique. Alors nous, on a très vite décidé qu'on allait se confiner chez nous, à Bagnolet, à côté de Paris. Nous, c'est ma famille. On est une famille recomposée avec 4 enfants. Mon conjoint en avait 2 d'une première union, moi j'en avais 1, et ensemble, on a eu une petite fille. Au moment du confinement, cette petite fille, elle avait 1 an. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est qu'un enfant de 1 an. Ça marche à 4 pattes, très vite. Ça se cogne, ça tombe, et puis ça met des choses dans sa bouche. De la purée de carottes, une mouche morte ou un mégot. C'est pareil. Donc, c'est une surveillance constante. Alors moi, jusqu'au bout, j'ai prié pour que les crèches restent ouvertes. J'estimais que vraiment on pouvait tout fermer, les écoles, les magasins, les bureaux, mais pas les crèches. J'ai pas du tout été entendue. Donc le 17 mars 2020 a commencé pour moi une longue traversée du désert. Car en plus, il faut que je vous dise, moi je suis nulle en vie domestique. Dès que je dois couper un concombre ou ranger une poêle, je ne sais jamais où c'est, ou passer la serpillière, c'est comme si toute l'énergie que j'avais en moi s'évaporait pour me transformer en une sorte de bloc de feta. Alors, j'ai appris récemment que dans les startups, on appelle ça les Low Energy Tasks. C'est celles qui vous pompent toute votre force vitale et que logiquement, vous devriez refiler à une IA. Alors malheureusement, il n'y a pas d'IA pour ça, mais j'ai un conjoint compréhensif et déconstruit, donc ça a fait le job. Alors évidemment, ce qui structurait ces jours sans fin, c'était les repas. 3 repas par jour, fois 6 personnes, fois 55 jours, on est sur 990 couverts. Moi, j'étais en charge plus spécifiquement des lave-vaisselle, à remplir, vider, remplir, vider. C'était un peu mon rocher de Sisyphe à moi, le lave-vaisselle. J'en voyais pas la fin. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'entends le mot Covid, je pense pas virus, je pense pas soignant, je pense pas président de la République, je pense lave-vaisselle. Donc chacun ses représentations mentales. Hein. À ça ajoutait les courses à faire et à désinfecter, les lessives à lancer, sécher, ranger, les couches de bébé à changer plusieurs fois par jour, les jeux de société à animer avec le sourire, les livres de l'âne trop à lire et puis à relire, et puis toutes ces centaines de petits cubes à empiler et à ramasser. Heureusement, du côté des ados, on était plus tranquille parce qu'ils avaient développé une addiction lourde aux écrans. Donc je remercie Fortnite pour ça. Comme beaucoup de parents, j'ai passé pas mal de temps à me réfugier aux toilettes. Temps de tranquillité gagné 10 minutes, ressenti 2. Et là, j'avais le loisir de scroller sur Instagram et puis de jalouser tranquillement tous ces gens qui écrivaient leurs grands romans, qui s'étaient mis à la poterie ou qui faisaient le chien tête en bas. Alors, tous ceux qui faisaient leur pain, par contre, je ne les jalousais pas du tout. Moi, avec les enfants, pendant ce temps-là, j'ai testé la peinture sur assiette avec des feutres qui ne partent pas au lave-vaisselle. Et ça, je déconseille, c'est très moche. J'ai très vite su que dans le monde d'après, je ne serais pas peintre sur assiette. Au bout de quelques semaines, j'ai fait ce que ferait tout individu en bore-out doté d'une armoire à pharmacie, de l'automédication. J'ai pris ce que j'avais sous la main, en l'occurrence du tramadol. Je m'étais autorisée à en prendre 1 tous les 3 jours. Et ben ça, c'était super. Le 3e jour, j'étais bien déconnectée de tout, flottante, zen, en acceptation. Et puis, au quotidien, j'ai fait comme vous tous, j'ai commencé à boire un peu trop. Comme on avait une petite terrasse et que c'était la dernière année où on pouvait avoir plus de 3 jours de soleil consécutifs, le soir, entre 2 lave-vaisselle, avec mon conjoint, on buvait l'apéro et puis on oubliait un peu cette vie absurde.
Le 5 avril 2020, en début de soirée, l'air était doux. On s'est mis sur la terrasse, on a ouvert une bouteille de vin et on a mangé du saucisson en faisant attention à ce que la petite n'avale pas la peau. J'étais bien. Peut-être que les enfants avaient été cool. Peut-être que les lave-vaisselle m'avaient semblé moins remplis que d'habitude. Peut-être que c'était un jour de tramadol, je ne sais pas. On a couché la petite et puis on s'est connecté à un apéro visio. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, on s'est tous mis à faire des apéros visio, comme une sorte de tentative de simuler la vraie vie. Sauf que contrairement à la vraie vie, on ne pouvait pas annuler au faux prétexte d'une babysitter malade. Donc, on est allé à cet apéro visio et je me souviens que j'ai bien rigolé. Vers 22h, on a dû raccrocher un peu précipitamment parce qu'on avait un deuxième apéro visio. C'était les 40 ans d'une de mes meilleures amies et on aurait dû les fêter chez elle en Normandie, mais comme c'était pas possible, son mari avait organisé une petite fête virtuelle. En ligne, il y avait une dizaine de personnes et, comme prévu, c'était pas dingue. Mais moi, ce soir-là, j'étais de bonne humeur, peut-être un peu saoule, et puis j'ai voulu trinquer. Et puis, j'ai monté le volume de la musique, j'ai poussé les meubles et je me suis mise à danser. Et c'est à ce moment-là, assez rapidement, qu'il s'est passé une chose étonnante, une chose à laquelle je ne m'attendais pas et que je n'arrive toujours pas vraiment à m'expliquer. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt et pourtant il ne faisait pas spécialement chaud. Et puis j'ai retiré mon jean, et puis mon soutien-gorge, et tout. Donc je me suis mise complètement nue, en visio, devant tout le monde. Alors, une précision quand même, je suis très pudique. À la plage, je n'enlève jamais le haut et mes amis m'ont jamais vue en culotte. Hein. Alors, mon conjoint n'a pas du tout été choqué ni gêné par mon attitude. Et il s'est déshabillé lui aussi. Et donc, on s'est retrouvés comme deux clampins nus à danser devant notre ordinateur. Il y a eu un flottement. Mais quelques minutes plus tard, de l'autre côté de l'écran, tout le monde était déshabillé. Mon ami, dont c'était l'anniversaire, était nu, son mari était nu, les invités étaient nus. Je me souviens noter qu'une des convives était allée se changer pour se mettre en maillot de bain, pour rester dans le thème. Sur mon écran, je ne voyais plus aucun visage. Je voyais des seins qui tressautaient, des sexes qui tournaient et des fesses en gros plan, et je ne savais pas ce qui appartenait à qui. Le mot a tourné qu'il se passait quelque chose dans cet apéro visio, et très vite, les invités qui étaient partis sont revenus. Et passé l'instant de sidération, eux aussi se mettaient à poil. Et donc, comme le nombre de participants était limité, on a commencé à recevoir des messages de gens qui disaient « S'il vous plaît, acceptez-nous, on ne peut pas rentrer ». Comme si on avait créé une sorte de carré VIP du lâcher-prise, un gros FOMO des gens à poil. La soirée a continué comme ça pendant un bon moment, et puis vers 2 ou 3 heures du matin, on avait bien dansé dans une ambiance hyper bon enfant, et puis les gens sont allés se coucher petit à petit. Nous, avec mon conjoint, on est restés longtemps à danser dans le salon, et je sais que quand on est allé au lit, on était assez fiers, très contents de nous, et à moitié surpris de ce qu'on avait fait. Le lendemain matin, j'ai reçu des coups de fil de remerciements pour ce pétage de plomb général, et les SMS furieux de ceux qui avaient loupé la soirée. Et j'ai aussi reçu quelques captures d'écran que malheureusement je ne peux pas diffuser ici pour des raisons que vous comprendrez. Le déconfinement est arrivé 36 jours après. Mais moi, j'ai eu la sensation que ce 5 avril 2020, j'avais déjà déconfiné quelque chose en moi. Quelque chose qui était bien tapi dans l'ombre de nos semaines d'enfermement et quelque chose qui disait la folie de ce qu'on avait traversé pendant cette période. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful
'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Merci. Là, j'ai rien. Merci à tous les participants, un grand merci à tous, un merci aussi à nos partenaires, à l'APHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, à l'ANR, l'Agence nationale de recherche, bien évidemment au Théâtre de la Concorde pour son accueil si chaleureux. Et merci aux équipes de Radio France et de France Culture. Merci à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi.